Non mais regarde-moi cette photo. Et celle-ci aussi. Oh, je pense qu'elle va être bien cette vidéo. Il est enfin là, le roi du portrait, le 50 mm f1.2. C'est la marque Sigma, on est sur la gamme DG/DN Art. C'est la série d'optiques pour appareils photo hybride plein format. Il existe en monture L et en monture Sony. Moi je vous le teste en monture Sony. Bon, on sait que sur cette gamme, on est rarement déçu. Je vous spoil déjà, vous allez kiffer cet objectif. Alors première chose, ce 50 mm f1.2 c'est le plus léger dans sa catégorie. Pour Canon et Nikon, on a presque plus de 200 grammes de différence et même Sony avec sa gamme GM qui est plutôt réputée pour être compact, eh bien Sigma a réussi à faire encore plus léger. Alors ça reste 740 grammes, on le sent en main, mais pour du f1.2 c'est correct. Je te l'affiche juste à côté du 50 mm f1.4 GM. Alors on est d'accord, c'est pas la même ouverture, mais on n'est pas si éloigné que ça en termes de gabarit. Alors sur cette optique, on a une bague d'ouverture de f1.2 à f16. Il y a une commande pour verrouiller la bague d'ouverture et il est aussi possible de décliquer la bague. On a le clutch autofocus mis au point manuel ainsi qu'un bouton personnalisable. Alors la taille du filtre est de 72 mm. On est sur une distance minimale de mise au point à 40 cm. Donc c'est pas de la macro, mais ça permet de s'approcher assez près d'un sujet. Tu vois, là j'ai fait quelques photos sur des figurines qui mesurent 10 à 11 cm et en plus à ouverture f1.2 on a vraiment derrière un flou hyper crémeux. On est sur un diaphragme à 13 lamelles, donc on est censé avoir un bokeh très fluide et bien doux. Le bokeh est bien rond au centre de l'image et passe sur une forme ovale au niveau des bords de l'image. J'ai pris en photo mon vieux chat dans le jardin. Là, les photos sont prises à f1.2 avec le Sony A7 IV. Donc on a un beau flou d'arrière-plan. Tout de suite, le sujet se distingue de son arrière-plan. C'est vraiment beau. Donc pour de la photo d'animaux domestiques, évidemment, c'est totalement adapté. Là, le piqué, il est vraiment très bon. Je peux te le montrer sur Lightroom. Tu vois, il n'y a pas de doute. Le point est au bon endroit, le sujet est bien figé. Et là, même à f1.2, le piqué est très bon. On va le voir tout à l'heure avec des tests optiques. Ensuite, on passe à l'autofocus. Encore une fois, je voulais tester avec l'A7 IV et sans surprise, c'est très bon. Le Sigma fonctionne vraiment bien. J'ai commencé par un test en vidéo et tu peux voir ça suit à merveille. Même à f1.2, il n'y a aucun retard. Je peux te montrer le plan 4K du boîtier. C'est hyper fluide. Vraiment, ça ne lâche pas le sujet. La détection est précise. Alors ensuite j'ai fait le test sur une bascule de mise au point. Là vraiment généralement les boîtiers galèrent à faire revenir le point en avant sur un sujet qui est totalement flou. Souvent c'est très compliqué. Là sur la 7 IV, eh bien ça va tout seul. Donc côté autofocus, avec ce Sigma, il n'y a aucun problème. Je t'ai fait aussi le test en photo. Donc là même chose, la bascule de mise au point sur des sujets éloignés, ça marche super bien. Chose intéressante, il n'y a quasiment pas de focus breathing. Ça c'est plutôt rare, généralement sur des focales fixes à grande ouverture, il y en a beaucoup. Là c'est plutôt bien contrôlé. Allez, avant d'attaquer les tests optiques, pour une fois c'est moi qui fais de la pub, je vous rappelle que je propose des formations sur ma boutique Podia. Vous avez évidemment ma formation ultra complète sur DaVinci Resolve, on voit absolument toutes les options de A à Z du logiciel. Il y a plus de 40 heures de contenu. Si vous voulez vous former au montage vidéo ou encore à l'étalonnage, c'est la formation qu'il vous faut. Je propose aussi une formation sur Lightroom, donc là c'est plutôt orienté sur le développement et la retouche photo. Et puis il y a également plusieurs masterclass sur des boîtiers comme le Sony A7 IV, le Lumix S5 II ou plus récemment le Fujifilm X106. Alors une masterclass boîtier, c'est quoi? Eh bien, c'est une formation où je vous explique concrètement toutes les options de votre caméra. Je vous montre des exemples, on voit les différents modes d'autofocus. À chaque fois, je vous montre comment personnaliser votre boîtier. Et il y a souvent des modules bonus sur par exemple la plage ISO recommandée par rapport à votre boîtier, les accessoires que je recommande pour votre caméra. Bref, c'est vraiment un guide complet. Voilà pour mes formations, vous avez les liens en description, on reprend le test. Alors, au niveau des tests optiques, on commence par la distorsion. Il y en a une très légère, tu peux voir, en coussinet. On a une très légère distorsion coussinée, ça c'est le RAW et ça c'est le JPEG. Donc le JPEG est corrigé dans le boîtier et ça c'est le fichier RAW. Donc là, bon, c'est très léger, donc c'est pas un problème. Au niveau du vignettage, il y en a évidemment plus à f1.2, il est quand même assez présent. À f1.4, il commence à partir et ça va être surtout à partir de f2 qui commence bien à diminuer. f2.8 pareil, f4, tu peux voir à f4, il y en a déjà beaucoup moins et à f5.6, on en a quasiment plus. Voilà, f8 encore moins et après f11, c'est à peu près pareil, donc il sera principalement présent à f1.4 et f1.2. Alors au niveau du piqué, je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, donc là on est à f1.2 à gauche et f1.4 à droite. Donc si je zoome, là je suis parti sur un zoom 400%, et bien voilà la comparaison. On sent que le piqué est légèrement meilleur à f1.4, mais pour une pleine ouverture f1.2, je trouve que c'est vraiment
très correct. On sent très légèrement de l'aberration là sur les bords, mais c'est assez léger. Franchement, je trouve que pour de la pleine ouverture en f1.2, là c'est plutôt correct. Là, les tests ont été faits avec l'A7 IV. Alors je vais te montrer la différence aussi en passant sur le f2. Voilà, ça c'est le f2, donc là l'écart commence à se creuser un petit peu plus. Là on sent un peu mieux la différence, mais encore une fois je trouve que le f1.2 ne démérite pas. Là à droite on est passé à f2.8, donc c'est un petit peu meilleur, mais globalement voilà, ça reste quand même très très bon à pleine ouverture. Alors je vais passer f2.8 à gauche, et voilà, progressivement f5.6 à droite, ensuite f8, là c'est f8, voilà ce que ça donne, et f11. Voilà, après on commence à reperdre un petit peu en micro-contraste. Alors ensuite j'ai fait le test mais sur les bords de l'image. Donc voilà, là on est au bord de l'image. Alors forcément là il y a un peu plus de vignettage à pleine ouverture, donc l'image de gauche est un peu plus sombre. Mais tu peux voir que le piqué est franchement pas si éloigné que ça. Le f1.4 est peut-être légèrement au-dessus. Voilà, là par contre quand on passe à f2 c'est un peu plus clair, surtout qu'il y a moins de vignettage, alors c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un peu plus de contraste. Mais franchement le f1.2 je le trouve très très bon. Alors au niveau des aberrations chromatiques, des franges colorées, comme on a pu le voir au niveau du piqué, il y en a un peu, surtout à pleine ouverture, tu vois, magenta, green. Alors tout ça, ça se corrige facilement sur Lightroom, mais c'est bien de savoir qu'il y a un petit peu d'aberration chromatique, ça va se sentir surtout, voilà, sur du contre-jour, sur des scènes très contrastées comme celle-ci. Mais encore une fois, ça peut se corriger assez facilement sur les logiciels de retouche. Au niveau du flair, il y en a un peu, voilà, un tout petit peu d'image fantôme, vraiment quand la source est centrée dans l'image, mais autrement, tu vois, c'est quand même assez léger, surtout pour une grande ouverture comme f1.2, généralement on peut avoir un flair vraiment très présent, là je le trouve plutôt discret. Alors le 50 mm f1.2, s'il y a bien un domaine dans lequel il brille à la perfection, c'est le portrait. Je me suis fait un shooting photo en forêt avec mon costume de viking. Alors il n'était pas totalement fini, mais je me suis dit, bon, c'est l'occasion de tester cet objectif sur le terrain. Donc je te montre des photos prises avec l'A7 IV. Toutes les photos ont été prises à f1.2. Moi j'aime beaucoup le 50 mm, c'est souvent la focale que j'utilise en convention pour des photos de cosplay. Et là pour un shoot en forêt, eh bien c'est parfait. On peut faire des valeurs de plan différentes, à chaque fois on aura le flou sympa en arrière-plan qu'on aime bien avoir. Il y a une belle séparation et l'intérêt d'être à f1.2, c'est qu'on a beaucoup plus de lumière qui rentre par l'objectif, donc on peut travailler avec des vitesses plus élevées. Donc comme ça, il y a quasiment aucun risque d'avoir des flous de bougie. Alors c'est vrai, on n'a pas de stabilisation optique, mais aujourd'hui, bon, beaucoup d'appareils photo hybrides possèdent une stabilisation intégrée comme l'A7 IV ou encore le S5 II. Alors je te montre le fichier RAW, là il y a quasiment pas de développement, en tout cas j'ai pas touché à la texture ou à la netteté. Tu peux voir là sur un zoom 300%, et bien c'est net. Alors là on a un petit peu de grain, un peu de bruit, on a ISO 320, mais autrement là à f1.2 on est net, et franchement il y a quasiment aucun loupé sur ce shooting. En plus là c'était même pas moi qui prenais les photos, et tu peux voir que là franchement l'autofocus il fait le taf à chaque fois. Là c'est net. Pareil ici, je peux te le montrer, tu vois, là le point est précisément sur les yeux, on a la détection des yeux évidemment avec la 7.4, et là franchement tu vois il n'y a rien à dire sur l'œil, le point il est là, on a un piqué comme on a pu le voir à f1.2 qui est très très correct. Voilà, franchement le résultat fonctionne très bien, tu vois là sur un plan un peu plus loin, c'est peut-être légèrement plus mou, mais franchement le point a priori a l'air d'être au bon endroit. Là c'est la même chose, c'est net, et je peux t'en montrer plein des comme ça, tu vois, même chose, le point était fait au bon endroit, et par exemple là sur cette valeur de plan un peu plus proche, même chose, là l'œil est vraiment net, tu vois, c'est bien arrêté, et tu vois là par exemple on est à 1.640, donc ça permet d'avoir une vitesse quand même assez haute, et encore là on était sur un mode d'exposition semi-automatique, on aurait pu gagner encore un petit peu au niveau de la vitesse je pense, comme ça limite vraiment les risques de flou de bouger et de flou de mouvement. Alors je suis allé aussi à la Paris Manga avec ce 50 mm, et là évidemment je me suis fait plaisir au niveau des portraits, vraiment le 50 mm c'est la focale que j'adore, en tout cas en convention festival c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, ça permet d'être ni trop loin ni trop proche du sujet. 85 mm il faut vraiment s'éloigner pour avoir une valeur suffisamment large, là avec le 50 on peut faire différentes valeurs de plan et on peut jouer voilà sur de la profondeur de champ, sur de la perspective. Évidemment à f1.2 on a une séparation assez dingue,
entre l'avant-plan et l'arrière-plan. On a le bokeh qui est bien présent, franchement c'est juste parfait pour du portrait cette focale, et avec la 7.4 c'était hyper fluide. Alors par contre faut faire attention sur les photos de groupe, évidemment en f1.2 là la zone de netteté est très très fine, et là par exemple l'autofocus s'est fait sur la Totalispice de droite et celle de gauche était légèrement en retrait, et du coup le point est un petit peu mou. Alors là encore ça va, elles sont pas si éloignées que ça, mais ça a suffi pour avoir un des sujets qui est légèrement hors de la zone de netteté. Donc voilà, il faut juste faire attention un petit peu aux photos de groupe, mais autrement j'ai juste vraiment adoré utiliser ce 50 mm. En tout cas sur le Sony, vraiment l'autofocus était hyper réactif. Parfois quand ils ont des masques c'est un peu compliqué de faire le point dessus, mais généralement il détecte quand même un sujet et il arrive à faire le point au bon endroit. Donc pour du portrait c'est vraiment l'optique idéale. Tu peux voir au niveau des paramètres d'exposition, j'étais à ISO 640 parce que je préfère toujours avoir une vitesse un peu plus élevée, ça me permet d'éviter les flous de mouvement, les flous de bouger. Il n'y a rien de plus horrible d'avoir une superbe photo, mais voilà, le point est un peu mou parce qu'il y a eu un flou de bouger, un flou de mouvement. Donc moi j'augmente toujours un petit peu les ISO. Alors maintenant, on peut se demander s'il y a vraiment une grosse différence entre une ouverture f1.2 et une ouverture f1.4. Eh bien, le mieux, c'est que je te montre tout de suite un exemple. Donc là, j'ai pris une photo à f1.2 et une autre à f1.4 avec le Sony A7 IV. Donc ça, c'est f1.2 et ça, c'est f1.4. f1.2, f1.4. Alors finalement, là où il y a le plus de différence, eh bien c'est le vignettage. Là, tu vois, ça c'est f1.2, on a un peu plus de vignettage et du coup le centre ressort un peu mieux. Donc en fait, quand on fait de la photo de portrait ou sur un sujet, ça va mettre un peu plus en valeur naturellement le sujet. Et voilà, dans tous les cas, le vignettage est pas trop dérangeant. J'ai refait ensuite le même test mais sur un plan encore plus rapproché. Donc ça c'est f1.2 et ça c'est f1.4. f1.2, f1.4, toujours la même chose, on a l'impression que le bokeh s'étale un petit peu plus, mais c'est vraiment très léger, donc à vous de voir si ça en vaut la différence. Tu vois par exemple là sur cette fleur, alors le cadre a un petit peu bougé entre les deux, bon c'est pas flagrant, hein, c'est vraiment pas flagrant la différence, hormis le vignettage encore une fois, là le flou d'arrière-plan, surtout quand l'arrière-plan est moins éloigné, là il est assez proche de l'avant-plan. Finalement le moment où on sent le plus la différence, c'est quand on a vraiment le bokeh bien défini et présent dans le cadre, par exemple là il y a que lui dans le cadre, et bien tu peux voir ça c'est f1.2, ça c'est f1.4, f1.2, f1.4. Donc là, on sent quand même la différence. Le f1.2 est plus gros, un petit peu plus diffus, peut-être aussi un petit peu plus doux, et encore une fois, le vignettage un peu plus présent, et donc le centre un peu plus clair. Mais autrement, je ne dirais pas qu'il y ait une différence flagrante entre f1.2 et f1.4. On arrive au prix de cette optique. Alors le 50 mm f1.2 il est proposé à 1499 €. Pour rappel, la version f1.4 elle avait été commercialisée aux alentours de 949 €, donc un peu moins cher, mais en même temps là on est sur une ouverture plus grande, donc c'est normal que le prix soit un peu plus élevé. D'ailleurs ça reste moins cher que l'équivalent chez Sony. La version f1.4 en 50 mm donc GM elle est à 1699 €, et la version f1.2 donc l'équivalent de celle-ci, eh bien elle est à 2299 €. Donc on a 800 € d'écart avec le Sigma. Donc je trouve que Sigma se place plutôt bien côté tarif. Donc franchement, encore une superbe optique pour la gamme Art. C'est vrai qu'on est rarement déçu avec cette série d'optiques. Moi, quand j'avais testé le 50 mm f1.4 de chez Sigma, je l'avais adoré, et cette nouvelle version, je l'aime encore plus. Ils ont vraiment travaillé sur la construction optique, la conception mécanique pour optimiser les performances optiques tout en essayant de conserver un objectif compact. D'ailleurs, la version f1.4 pèse 670 grammes et cette nouvelle version, on est à 740 grammes. Donc on n'est pas sur une très grande différence. Alors c'est vrai, on a vu qu'il n'y avait pas de grosse différence entre du f1.4 et du f1.2 au niveau en tout cas du flou d'arrière-plan. Globalement, la différence est assez légère. Donc si vous êtes un peu juste côté budget, vous pouvez partir sur la version f1.4 qui est très bonne, très correcte. Voilà, vous ferez des économies. Maintenant, il y a quelques autres différences entre ces deux versions. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de flair, un peu plus d'image fantôme sur la version précédente, la f1.4. Et aussi, ça c'est clair, il y avait beaucoup plus de focus brushing. Quand tu fais des bascules de mise au point, la focale évolue un peu. Et sur le 50 mm f1.4, c'était vraiment visible. Là, il y en a quasiment pas avec le f1.2. Donc si c'est pour de la photo, peu importe, c'est pas bien grave, mais pour une utilisation en vidéo, ça peut être un peu gênant. Vous en avez quasiment pas du focus brushing avec le f1.2. Et j'ai eu aussi l'impression que le piqué était un peu meilleur sur la version f1.2. Dès la pleine ouverture, on a quelque chose de très sharp, de très net. Alors évidemment, en fermant un peu le diaph, ça s'améliore, mais déjà f1.2 c'est très correct. J'ai revu mes tests de la version précédente et à f1.4, le piqué était légèrement plus en retrait. Donc là, c'est l'optique idéale pour du portrait, de l'animalier, mais plutôt sur les animaux de compagnie. Pourquoi pas de la street photo, du reportage événementiel. Moi, évidemment, mon coup de cœur, c'est pour une utilisation en portrait. Vous l'avez vu, j'ai fait ce shooting en forêt, et puis après, j'ai enchaîné sur la Paris Manga. Là encore, un pur plaisir à utiliser cette optique. Franchement, pour la Paris Manga, je suis resté un week-end complet. Je l'ai porté, toute la journée à la main. Ça se fait sans problème. Et surtout, côté autofocus, alors,
Encore une fois, couplé avec le Sony A7 IV, avec du Sony franchement très réactif, j'ai eu quasiment aucun loupé de mise au point. Voilà, donc là, pour une fois, côté point négatif, j'ai pas grand chose à dire. Voilà pour ce test, j'espère que ça vous a plu. Donc ça, c'est le 50 f1.2. On commence à avoir une gamme assez complète. On a le 35 f1.2 de souvenirs, donc il pourrait nous manquer juste un 85 f1.2. En tout cas, la gamme Art, franchement, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment très très bon, autant en termes de performance optique que aussi de compatibilité avec les boîtiers Sony ou les boîtiers Panasonic, ça va être la même chose. Vous avez le lien de l'optique en description. Vous pouvez soutenir mon travail en utilisant ces liens d'affiliation et en utilisant le code créateur Benjamin. Vous avez également toutes les informations concernant mes formations et mes masterclass dont je vous ai parlé en vidéo. Puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, que ce soit pour suivre mon actualité ou pour voir toutes les photos que je fais au quotidien. Voilà, vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra. Moi, c'est Benjamin. On se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.